Ils ne pouvaient voler à cette vitesse qu'à condition d'avoir un moteur plus puissant que ceux fabriqués sur Terre. D'une certaine façon, c'était la preuve qu'on était confronté à une technologie extraterrestre. L'armée de l'air, qui se fie au témoignage des deux pilotes, est obligée d'envisager l'incroyable. Depuis 1948, des équipages civils et militaires ont été témoins de milliers de manifestations similaires. Le 12 mars 1977, je pilotais un DC-10 de San Francisco à Boston. C'était un Airbus A320 avec 24 passagers à bord et d'excellentes conditions météo, à presque 12 000 mètres d'altitude. Nous étions au nord de Dallas, Fort Worth, par une belle nuit claire. Sorti de nulle part, des lumières sont apparues sur ma gauche, plein nord. J'ai remarqué une lumière rouge à une certaine distance sur notre droite. Larry m'a dit « Continue de le surveiller, il vient sur nous ». Ils ont commencé à virer sur le côté, en s'éloignant de nous. Ce n'était pas un avion, ni un ballon météorologique. C'était gigantesque. De rouge foncé, c'est devenu peu à peu transparent. Et ça a disparu. C'était complètement fou. Fou. L'objet glissait tranquillement dans le ciel, obscurcissant les étoiles. On aurait dit un sous-marin qui glisse silencieusement sur son air. Il n'avait ni aile ni hublot, et il était en forme de cigare. Je sais ce que j'ai vu, et ce n'était pas d'ici. J'ai regardé cette immense lumière passer du côté de notre aile gauche et disparaître au loin à une très grande vitesse. J'ai piloté toutes sortes de chasseurs et des B-17 pendant la guerre. J'ai plus de 30 000 heures de vol au compteur. Et de toute ma vie, je n'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. Ça ne m'est arrivé qu'une fois. À l'automne 1948, les enquêteurs de l'armée sont convaincus par les témoignages des pilotes. Dans un rapport top secret adressé au général Hoyt Vandenberg, chef d'état-major de l'Air Force, ils affirment que des vaisseaux extraterrestres se sont bien approchés de la Terre. Ils ont pris ça suffisamment au sérieux pour risquer leur carrière en rédigeant une estimation de la situation où ils expliquaient que certains de ces ovnis étaient peut-être de nature extraterrestre. Ça n'a pas été bien accueilli par le Pentagone. À la lecture du rapport, Hoyt Vandenberg a déclaré « Je ne peux pas accepter ce genre de conclusion. Vous n'avez aucun élément matériel qui prouve qu'il s'agit de ce type d'engin. » Pour le général, les témoignages oculaires de pilotes chevronnés ne suffisent pas. L'armée de l'air veut se débarrasser du phénomène des soucoupes volantes, alors même qu'il suscite une fascination grandissante auprès de la population. En 1952, l'Air Force recueille un nombre exceptionnel de témoignages. This is a photograph of a flying saucer taken by myself, and it reminded me of two straw hats stuck together at the brim. I saw an intensely bright, white-green object in the sky. Now, I wouldn't want to say that this was one of those so-called flying saucers, but whatever it was an object and not an illusion. L'Air Force a réellement cherché à minimiser le problème des ovnis. Mais en été 1952, il y a eu une véritable vague d'observations. Plusieurs centaines, voire des milliers. Le plus inquiétant est qu'elles se concentraient autour de Washington. Au moins 3 systèmes radars dans le périmètre de la capitale avaient repéré des cibles non identifiées. Les autorités étaient très inquiètes, car cela ressemblait nettement à une pénétration de l'espace aérien le plus sensible du pays. En juillet 1952, le système de communication du Pentagone est submergé d'appels concernant les ovnis.
Les standards gouvernementaux ont été débordés d'appels d'Américains terrorisés et hystériques qui encombraient toutes les lignes. Or, une saturation des lignes de communication rendait l'Amérique vulnérable à une attaque potentielle des Soviétiques. Il fallait donc absolument calmer le jeu, endiguer cette hystérie. De fait, c'est l'hystérie de masse et non les soucoupes volantes qui menacent la sécurité nationale. Le président Truman ordonne à la CIA de préparer des recommandations sur la façon dont l'armée de l'air doit gérer la question des ovnis. L'agence réunit alors une commission dirigée par le physicien Harold Robertson. La commission Robertson a décidé qu'il fallait supprimer l'aura de mystère des ovnis de manière à ce que personne ne les prenne plus au sérieux et ne se fatigue à signaler des observations. Quoi qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, les soucoupes volantes doivent être tournées en ridicule. Mais il s'avère impossible de juguler l'intérêt du public, fasciné par le phénomène. Un des articles les plus lus de l'époque affirme ainsi « Les soucoupes volantes existent ». Quant au magazine Life, une des publications les plus respectées en Amérique, il publie même des photos. Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening. Puis, le cinéma s'empare du phénomène. Le jour où la Terre s'arrêta. This could be the beginning of the end for the human race. La guerre des mondes. Meteors are the often ridiculed flying saucers, are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London. Les soucoupes volantes attaquent. The whole world is under attack. Can it survive? Le gouvernement est incapable d'endiguer l'engouement du public pour un phénomène aussi curieux. They're pulling us up. Prisoners hurtling through endless space. Aujourd'hui, si l'on demande à l'armée de l'air de parler des ovnis, elle vous répondra que rien ne prouve qu'il s'agit d'engins extraterrestres, témoins d'une technologie supérieure à la nôtre. Et elle vous renverra à l'étude qu'elle-même a menée pendant 22 ans, le projet Blue Book. Pendant les années 50 et 60, le projet Blue Book, dont le siège se trouve sur la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio, enquête sur des centaines d'observations d'ovnis recensées chaque année. Des observations rapportées dans tout le pays, de jour comme de nuit, par des témoins venant de tous les milieux, qui ont vu aussi bien des lumières que des structures mystérieuses. Mais tous cherchent une réponse. Qu'y a-t-il dans le ciel d'Amérique? Blue Book est submergé par la quantité de témoignages. On répétait aux Américains, nous disposons d'une équipe d'experts, des scientifiques qui vont étudier ce phénomène. Mais c'était faux. Il ne s'agissait pas d'un bel institut avec des techniciens en blouse blanche. Il y avait juste un type à un bureau et une secrétaire, plus un deuxième classe quelconque pour taper à la machine. C'était un projet minuscule. Le colonel Robert Friend a été le directeur de Blue Book de 1958 à 1963. Nous voulions expliquer le plus de témoignages possible. Mais nous étions conscients aussi que les moyens nécessaires étaient bien supérieurs à ce qu'on était prêt à investir à l'époque. Le véritable objectif de Blue Book n'est pas de mener une enquête scientifique sérieuse. L'armée de l'air destine son bureau des ovnis à une autre mission. Blue Book était une opération de relations publiques. Le projet devait réfuter l'existence des ovnis, discréditer le phénomène et tous ceux qui y croyaient. Trouver des réponses et faire en sorte qu'on n'en parle plus dans les journaux. La meilleure façon de faire disparaître les ovnis des journaux et de l'esprit du public est de marteler qu'ils ne sont rien d'autre que des ballons météorologiques, des phénomènes atmosphériques rares, une étoile à l'horizon ou toute autre explication plus ou moins probable. Je crois qu'ils voulaient à tout prix rééduquer le public et supprimer toute aura de mystère autour des ovnis. Cette tâche est confiée au seul scientifique civil du projet,
Allen Hynek, professeur d'astronomie attaché à l'Université d'État de l'Ohio. To this time, there is no proof that I would consider valid scientific proof that we have been visited by spaceships. There was not one sound. I listened. There was not a sound. Entre 1948 et 1969, Allen Hynek, principal investigateur scientifique du projet, analyse des milliers de cas. Son boulot consistait à faire travailler son imagination pour trouver une explication à tous les cas possibles, même s'il savait qu'elle était bancale. Don't you think it would be kind of unusual for a meteor to just fall across the road and hover over there a minute and then drop to the ground? The coming over wouldn't be bad. The hovering that would bother me. Mais plus il travaillait, plus il étudiait de cas, plus il se rendait compte qu'il ne pouvait pas les expliquer, qu'il y avait un véritable mystère. En pleine guerre froide, dans les zones désertes du nord des États-Unis, l'armée de l'air maintient des missiles balistiques et des bombardiers B-52 en alerte permanente. Dans la nuit du 24 octobre 1968, sur la base de Minot, dans le Dakota du Nord, le soldat de première classe Mike O'Connor est envoyé sur un des silos de lancement pour une réparation de routine. On était sur la route qui mène au silo, quand du coin de l'œil, j'ai vu ce que j'ai pris pour une lumière dans une cour de ferme, sauf qu'elle brillait énormément. Puis l'objet apparut s'élever au-dessus du sol et avancer parallèlement à la route jusqu'à ce qu'on arrive sur le site de lancement. Puis il est resté là à faire du surplace pendant qu'on descendait du camion. Le sergent Bill Smith est alors responsable de la sécurité des 10 missiles nucléaires. Cette nuit-là, il signale avoir vu des objets étranges. Ces objets s'élevaient du sol, accéléraient, ralentissaient, faisaient du surplace, puis filaient à toute allure. On n'était pas très sûr de pouvoir expliquer ce que c'était. La tour de contrôle de Minot déroute alors un B-52 pour l'envoyer sur les lieux. Le capitaine Brad Runyon est le copilote de l'appareil. Le contrôleur aérien nous a demandé d'aller faire un tour sur cette zone pour chercher quelque chose. Curieux, je lui ai dit, on cherche quoi? Il m'a répondu, vous le saurez si vous trouvez. Soudain, le navigateur du bombardier, le capitaine Patrick McCaslin, identifie un objet sur son écran radar. J'ai vu un écho, faible un coup, brillant le suivant. C'était un gros objet sur notre droite, à 3 heures, à 5 km environ. J'ai demandé au navigateur radar de déclencher la caméra pour suivre ce qu'on voyait sur l'écran. Ces images de l'écran radar montrent le mystérieux objet volant en formation avec le B-52. Ce machin montait en même temps que nous et maintenait le même cap, ce qui était inhabituel. Mais ce qui m'a sidéré, c'est quand il a fait marche arrière pour nous laisser virer. Quand l'objet disparaît soudain de l'écran, le bombardier fait demi-tour pour le trouver. Ce machin montait en même temps que nous et maintenait le même cap, ce qui était inhabituel. Mais ce qui m'a sidéré, c'est quand il a fait marche arrière pour nous laisser virer. Quand l'objet disparaît soudain de l'écran, le bombardier fait demi-tour pour le trouver. Brad Runyon est le premier à repérer ce qui ressemble à un engin rougeoyant planant près du sol. Quand ce genre de choses se produit, le temps paraît s'arrêter. D'après mes estimations, l'objet mesurait au moins 60 mètres de diamètre et plusieurs dizaines de mètres de long. On voyait un cylindre métallique fixé à une partie en forme de croissant. J'ai pensé que ce croissant était le centre de commande. J'ai essayé de regarder à l'intérieur, mais je ne distinguais qu'une lueur jaune. À ce moment-là, j'ai eu la certitude que c'était un vaisseau extraterrestre, quelque chose qui venait d'une autre planète que la Terre.
Brad Runyon et les autres membres de l'équipage du B-52 racontent ce qu'ils ont vu dès leur retour à la base. D'après l'enquête Blue Book, en plus de l'équipage, 16 autres personnes au sol déclarent avoir vu un ovni cette nuit-là. Dans son rapport final, Blue Book conclut que tous ont vu des étoiles. Ce n'est pas une étoile que ces pilotes ont vue. Je connais ces hommes et leur formation. Je sais combien d'étoiles ils ont pu voir au cours de leur carrière. Ce n'étaient pas des étoiles. Ça m'énerve que Blue Book ait écarté leur témoignage. Pour moi, cet incident n'a jamais été vraiment expliqué. En 1969, l'armée de l'air renonce à apporter des réponses au phénomène des ovnis. Elle met fin au projet Blue Book après le rapport d'une commission indépendante qui a conclu que les ovnis n'avaient aucun intérêt scientifique. Mais une voix s'élève vigoureusement contre cette décision, celle du chef scientifique du projet, Allen Hynek. Plus de 20 ans d'enquête sur plus de 12 000 cas d'ovnis ont eu raison de son scepticisme. In Blue Book, for instance, we would get reports from military pilots, and that was particularly embarrassing to the Air Force because after they had trained those men, and they couldn't very well, they could say that a civilian pilot might have been untrustworthy, but they could hardly say that to of their own military pilots, and we got case after case after case from military pilots which never hit the press. Il y avait une différence entre Allen Hynek et ses collaborateurs au sein du projet Blue Book. C'était un scientifique, pas eux. Et il n'a jamais oublié ce qu'il était. Certes, l'armée de l'air le payait bien, mais elle n'a jamais pu étouffer sa curiosité scientifique. Finalement, cette curiosité a été la plus forte. C'est elle qui lui vaudra un jour la réputation d'un homme de science, courageux et droit. Jusqu'à la fin de ses jours, Allen Hynek va continuer d'enquêter et de réclamer une investigation scientifique sérieuse sur le phénomène des ovnis. Mais la plupart de ses collègues ont toujours rejeté son avis. Allen Hynek n'est pas parvenu à intéresser la communauté scientifique aux ovnis en raison de la nature des indices et des preuves. Les ufologues avancent qu'à lui seul, le nombre des témoignages visuels est la preuve qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Or, les scientifiques purs et durs rejettent catégoriquement les témoignages visuels. Peu importe combien de gens prétendent avoir vu quelque chose, des lumières dans le ciel. En tant que scientifique, j'ai besoin de choses plus solides que des témoignages visuels. Car même s'ils sont parfaitement recevables devant un tribunal, pour la science, il reste l'argument le moins fiable qui soit. Que ce soit l'ancien président Jimmy Carter, qui pense avoir vu un ovni, comme il l'a dit, ou un fermier dans son champ, c'est pareil. On a tous des yeux, des oreilles et un cerveau qui perçoit les choses. Aucun de ces témoignages n'est solide, parce qu'un témoin oculaire n'est jamais fiable quand il raconte ce qu'il a vu. Mon mari et moi étions à bord de notre avion. C'était la nuit, et soudain on a aperçu une lumière, à 2 heures. C'était le genre de situation où on se dit « Jacques, tu vois ce que je vois ?»« Oui, je vois. C'est bien une lumière qui se dirige vers nous ?» Je savais qu'elle était là. Je la voyais. À ce moment-là, on s'est regardé. Impossible, pas nous. On n'est pas en train de voir un ovni, nous, les sceptiques. Mais regarde, c'est bien là. Et puis les nuages qu'on n'avait même pas remarqués se sont déchirés. Et on a compris que c'était un bout de la lune qui brillait à travers eux. Les apparences sont souvent trompeuses. Pour les scientifiques, voir n'est pas croire.
Seules des preuves tangibles peuvent étayer l'hypothèse qui veut que des extraterrestres nous rendent visite. Mais ils croient que la vie existe ailleurs que sur Terre et ont passé des décennies à en chercher des indices. Un orbiteur lancé conjointement par la NASA et l'Agence spatiale européenne a parcouru des milliards de kilomètres. En janvier 2005, il a largué la sonde Huygens sur Titan, la plus grosse lune de Saturne. Aucun vaisseau humain n'était encore allé aussi loin. Ces images de la surface de Titan suggèrent une activité intense, avec des fleuves et des océans. Or, pour les scientifiques, qui dit eau, dit peut-être vie. Si on finit par trouver des preuves de vie dans notre jardin cosmique, vous imaginez ce que ça signifie? Que dans une planète voisine, la vie existe, tout comme chez nous. C'est dire si l'univers pourrait grouiller de formes de vie. Même si on n'en a encore aucune preuve, pour les chercheurs, c'est une certitude. Rien que dans notre Voie lactée, on dénombre plus de 100 milliards d'étoiles. Et il y a plus de 50 ou 100 milliards de galaxies dans l'univers. Multipliez ces deux chiffres et vous obtenez le chiffre 1 suivi de 21 zéros, le nombre d'étoiles dans le cosmos. Alors pensez que nous sommes seuls et d'un égocentrisme inexcusable. Quelque part parmi les milliards d'étoiles de notre galaxie ou les milliards d'autres galaxies, il doit y avoir d'autres planètes comme la Terre, où la vie est présente. Les forces qui ont créé la Terre et l'homme ont dû créer la vie ailleurs, dans l'immensité de l'espace. Quelque part, une autre civilisation supérieure essaie peut-être de nous atteindre. Voilà 45 ans que Frank Drake est à l'écoute. C'est en 1960 à Green Bank, en Virginie occidentale, qu'il pointe pour la première fois son télescope sur une étoile proche pour écouter son signal. Nous avions le sentiment d'inaugurer quelque chose de très important, d'ouvrir une voie nouvelle qui allait mener les hommes vers des endroits et des choses merveilleuses pour notre civilisation. L'expérience de Frank Drake marque le début d'un projet de recherche d'intelligence extraterrestre baptisé SETI. Astronome, Seth Shostak travaille avec Frank Drake au SETI Institute. Nous diffusons des preuves de notre existence dans l'univers depuis 50 ou 60 ans. Il y a 45 ans que Frank Drake est à l'écoute. C'est en 1960 à Green Bank, en Virginie occidentale, qu'il pointe pour la première fois son télescope sur une étoile proche pour écouter son signal. Nous avions le sentiment d'inaugurer quelque chose de très important, d'ouvrir une voie nouvelle qui allait mener les hommes vers des endroits et des choses merveilleuses pour notre civilisation. L'expérience de Frank Drake marque le début d'un projet de recherche d'intelligence extraterrestre baptisé SETI. Astronome, Seth Shostak travaille avec Frank Drake au SETI Institute. Nous diffusons des preuves de notre existence dans l'univers depuis 50 ou 60 ans, grâce à nos émetteurs radio et télévision extrêmement puissants. Tous les jours, les signaux que nous émettons partent dans l'espace. Alors on a inversé l'idée en essayant de trouver des extraterrestres en cherchant leurs signaux. Frank Drake se souvient de sa première tentative en avril 1960. Après tout, peut-être que chaque étoile était occupée par une civilisation qui pouvait émettre. On pouvait mettre dans le mille le premier jour. On avait même branché un magnétophone sur le récepteur pour enregistrer des voix venues d'autres mondes. On a pointé le télescope sur la première étoile, puis quand elle s'est couchée à l'ouest, on en a choisi une deuxième. Et là, dans le haut-parleur, on a reçu un signal qu'on n'avait jamais entendu avec un radiotélescope. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'on pensait détecter, des pulsations qui faisaient... On avait le cœur qui battait. On était peut-être en train de vivre un des plus grands moments de notre histoire.
Mais le signal s'avère n'être rien d'autre que le bruit d'un avion en vol. Quand on détecte ce genre de signal d'apparence extraterrestre, on ressent une émotion très particulière que j'aimerais bien revivre. Plus de 40 ans plus tard, le vœu de Frank Drake n'a toujours pas été exaucé. Jill Tarter est aussi astronome au SETI. Il est difficile d'estimer les chances de succès du projet. Mais si on ne cherche pas, elles sont égales à 0. Alors on a tout intérêt à chercher. 7, on voit les télescopes là. Oui. Les deux trucs brillants. Je les vois. Sur le site de Hat Creek, en Californie du Nord, le SETI construit une batterie de télescopes qui vont fouiller l'espace à la recherche d'intelligence extraterrestre sur une échelle exceptionnelle. Le projet a été baptisé du nom de son principal sponsor, le cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Allons-y. Cet observatoire est situé dans une vallée très tranquille. Il n'y a que des vaches et quelques habitants. Tout ça va changer une fois qu'on aura installé 350 télescopes, et ça changera encore plus si jamais ils détectent un signal en provenance d'une autre technologie. On ignore combien de civilisations sont peut-être en train d'émettre des signaux qu'on pourrait recevoir. Mais plus vite on balayera le ciel, plus vite on détectera un signal. Et si ça doit se produire, c'est ici que ça arrivera. Ce site est une sorte de portail sur le cosmos. C'est ici que nous ferons tomber le mur de cristal qui isole notre planète depuis 4,5 milliards d'années. Ici, au milieu des arbres et de la lave, sous un beau soleil. Et on sablera le champagne. Une fois le site construit, j'espère qu'ils viendront, au moins sous la forme d'un signal radio. Certains ufologues critiquent le projet SETI. Pourquoi fouiller le ciel à la recherche d'un signal imperceptible alors que les extraterrestres sont déjà là? Si je pensais que les extraterrestres sont réellement venus sur Terre, ni moi ni aucun de nous ne ferions ce que nous faisons. Pourquoi se donner la peine de construire un matériel aussi complexe, une batterie d'antenne aussi coûteuse s'ils étaient déjà là? Rien ne prouve que les ovnis sont les vaisseaux d'une autre espèce intelligente. D'un autre côté, nous non plus, nous n'avons pas réussi à prouver l'existence des extraterrestres. Mais nous ne prétendons pas le contraire, c'est toute la différence. Nous crierons victoire seulement le jour où nous aurons réellement trouvé quelque chose d'extraterrestre. Si on affirme quelque chose, ce sera étayé par des données. On vous dira, voilà, ça se trouve à telle coordonnée, sur tel point précis du cadran, à telle fréquence. Sortez votre antenne et allez voir. On vous encouragera à vérifier. C'est la différence qu'il y a entre la science et les mythes. Parmi les gens persuadés que la Terre a reçu la visite de vaisseaux extraterrestres, beaucoup considèrent cette propriété isolée du Nouveau-Mexique comme une terre sainte. C'est ici qu'en été 1947, on aurait fait une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Le Saint Graal de l'ufologie, des preuves tangibles de l'existence d'une vie extraterrestre. Parmi les gens persuadés que la Terre a reçu la visite de vaisseaux extraterrestres, beaucoup considèrent cette propriété isolée du Nouveau-Mexique comme une terre sainte. C'est ici qu'en été 1947, on aurait fait une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Le Saint Graal de l'ufologie, des preuves tangibles de l'existence d'une vie extraterrestre. Ce jour-là, le commandant Jesse Marcel, officier de renseignement de la base aérienne de Roswell, reçoit un coup de fil lui demandant de se rendre au ranch de Mac Brazel et d'examiner des restes que ce dernier a trouvés sur ses terres. Jesse Marcel y va, puis revient avec un tas de débris absolument extraordinaire. Il est alors convaincu que ce qu'il a rapporté est d'origine extraterrestre et que ces débris ne proviennent pas de la planète Terre. Le militaire charge le tout dans sa voiture et se met en route pour la base de Roswell, à 120 km de là.
En chemin, il s'arrête chez lui pour montrer sa trouvaille à sa femme et son fils de 11 ans, Jesse Jr. Il nous a réveillés, ma mère et moi, en nous disant « Il faut que vous voyiez ça ». Je m'en souviens comme si c'était hier. Les débris les plus curieux étaient les poutrelles en forme de I, des structures dont la face interne portait des signes d'un rose violacé. Ça ressemblait à des symboles géométriques, c'était très impressionnant. Quand on voit ce genre de choses, même à 11 ans, ça vous marque à vie. Le commandant Jesse Marcel arrive à la base de Roswell de bonne heure au matin du 8 juillet. À midi, le responsable de la base, le colonel William Blanchard, diffuse un communiqué de presse affirmant que les restes retrouvés par Marcel sont ceux d'une soucoupe volante. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Ça a suscité un intérêt énorme. Il suffit de consulter les journaux de l'époque. La nouvelle avait fait tous les gros titres nationaux. Les gens étaient à la fois très excités et très inquiets. Pendant un bref moment de l'histoire, Roswell, au Nouveau-Mexique, peut s'enorgueillir d'être la seule ville du monde où l'on ait trouvé la preuve que notre planète a reçu la visite d'un vaisseau spatial. Mais cela ne dure guère. Le lendemain a lieu une conférence organisée par le général Roger Ramey qui déclare « Nous n'avons pas récupéré les débris d'une soucoupe volante, mais d'un ballon météorologique ». Les journaux titrent « Le général Ramey vide la soucoupe de Roswell » et l'armée de l'air réduit la découverte du commandant Marcel à un inoffensif ballon météorologique. Le public a tout gobé. Ça se passait juste après la Seconde Guerre mondiale. La plupart des gens faisaient confiance au gouvernement. Ils ne doutaient pas que c'était la vérité. Idem pour la presse. Rares sont ceux qui ont douté. Ça s'est fini comme ça. Pendant 30 ans, plus personne ne parle de l'événement. Et l'histoire de Jesse Marcel n'aurait peut-être jamais ressurgi sans un ufologue du nom de Stanton Friedman. Je m'y suis intéressé en 1978. Je me trouvais alors dans un studio de télévision à Baton Rouge, en Louisiane. Quand brusquement, le directeur me dit « Tiens, vous devriez parler à Jesse Marcel. Il a manipulé les débris d'une de ces soucoupes qui vous intéressent tant, à l'époque où il était dans l'armée. » Quoi ? Stanton Friedman retrouve l'ancien militaire en retraite à Houma, en Louisiane, où il est réparateur de téléviseurs. Et en effet, il a des choses à dire. Je n'en revenais pas de la quantité de débris. Ils étaient dispersés sur une zone immense. On a retrouvé entre autres un morceau de métal de 45 cm sur une soixantaine de large, qu'on n'est jamais arrivé à plier ni à cabosser. La masse rebondissait dessus, ça ne venait pas de notre planète, j'en suis certain. Mon père en est arrivé à la conclusion qu'il ne fallait pas étouffer cette histoire, que les gens devaient connaître la vérité. Cela n'arrête pas pour autant Stanton Friedman et les autres défenseurs du mythe de Roswell. Le premier ouvrage sur Roswell sort en 1980. On y apprend que l'objet qui s'est écrasé était une soucoupe volante, mais qu'on n'avait rien pu prouver parce que le gouvernement cachait les débris et avait tenté d'étouffer toute l'affaire. If there has been a UFO cover-up, it began in Roswell, New Mexico. A persistent rumor holds that the United States government has recovered and is concealing fragments of alien spacecraft. Fragments and more. C'est ressorti à un moment où le public était prêt à accepter la thèse d'une conspiration. Puis en 1989, l'émission Unsolved Mysteries a tourné une reconstitution des événements. Et là, ça a pris des proportions délirantes. This Air Force base here in Roswell, New Mexico, was the center of a controversy back in 1947, but over 40 years later still remains unsolved. Le récit de Jesse Marcel devient alors un véritable article de foi, ouvrant une brèche dans laquelle beaucoup s'engouffrent.
You think there was a government cover-up? There's no question about that, not only about this case, but lots of other UFO cases. After investigating for their new book, Kevin Randle and Don Schmidt are convinced it was a military cover-up. On assiste à un défilé de nouveaux témoins avides de notoriété qui évoquent les activités secrètes du gouvernement et les cadavres d'extraterrestres découverts dans l'épave. The small nose, eyes like this. About how tall? About 5'3", 5'4", similar to the tallest, I think. Are you saying that extraterrestrials were found in Roswell? Yes. Dead? Dead extraterrestrials were found, no question about it. This is an incredible story. Quelle histoire incroyable. Des extraterrestres, le gouvernement fédéral, de l'intimidation. C'est un best-seller garanti. Les gens qui défendaient la thèse de Roswell ont compris qu'il tenait une mine d'or, qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Mais pour qu'un livre se vende, il faut y aller à fond dans le grandiose et dans l'exagération. D'où cette escalade dans le sensationnel. En 1998, la chaîne Fox Television diffuse ce qu'elle prétend être un film découvert récemment, montrant l'autopsie d'un extraterrestre à Roswell. Plus de 20 millions de téléspectateurs le regardent. Et puis, il y a X-Files. This is a photo of a UFO that reportedly crashed in Roswell, New Mexico in 1947. L'histoire controversée de Jesse Marcel occupe désormais le prime time. In Roswell, they captured aliens from the spacecraft wreckage. They salvaged various alien technology from them, and from their databanks, they learned of the alien plan to recolonize the Earth. Des dizaines d'années après la chute d'un objet près de Roswell, cette petite ville du Nouveau-Mexique décroche le gros lot. Peu importe qu'il n'y ait pas l'ombre d'une preuve pour étayer la thèse d'un accident de soucoupe volante. Peu importe qu'aucun témoin crédible n'ait vu le corps des extraterrestres. Lors du 50e anniversaire de l'accident présumé, dans un sondage CNN publié dans le magazine Time, 65% d'Américains déclarent croire cette histoire, ou plutôt ce mythe. Des foules entières viennent visiter le site où la vérité sur les soucoupes volantes et les extraterrestres a éclaté. Quant aux étranges débris... Bonsoir, mesdames et messieurs. En 1994 et 1997, dans des rapports intitulés « L'incident Roswell » et « Affaire résolue », l'armée de l'air apporte une explication. Nous sommes persuadés qu'une fois digéré par le public, ce compte-rendu mettra un point final à l'incident de Roswell. Les conclusions du premier rapport ne laissent planer aucun doute. Les débris récupérés en juillet 1947 étaient ceux d'un projet de recherche conjoint de l'armée et de l'armée de l'air, alors classé top secret, le projet Mogul. Le projet Mogul était tellement secret qu'il était classé au même niveau de sécurité que le projet de fabrication de la bombe atomique. Ces trains de ballons et leurs instruments, qui avaient pour mission de détecter les essais nucléaires soviétiques, étaient particulièrement grands, près de 200 mètres de long. Or, en 1947, ils ne ressemblaient à rien d'autre. En épluchant les rapports concernant ce projet, je suis tombé sur la description des éléments utilisés. Ballons météorologiques, cibles radar en aluminium dont les supports portaient de drôles de petites inscriptions en rouge et en violet. Puis j'ai examiné les descriptions des débris qu'on avait retrouvés. Tout concordait. L'ironie de cette histoire est que le mystère de Roswell, qu'on avait tenté d'étouffer, est né justement d'une volonté de dissimuler un véritable projet, tout ce qu'il y a de plus terre à terre. Aujourd'hui encore, nombreux sont les Américains qui rejettent les explications de l'armée, persuadés que le gouvernement n'a pas renoncé à étouffer l'affaire. Roswell est devenu un article de foi pour beaucoup de gens. C'est arrivé, n'essayez pas de nous embrouiller. Je doute que les gens qui y croient dur comme fer changent jamais d'avis. Tous ces gens s'accrochent à un mythe. Selon eux, c'est ici, en 1947, qu'on aurait finalement répondu à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Mais c'est faux.
Si vous allez un jour à une convention d'ufologues, comme il y en a des centaines chaque année, vous constaterez qu'on accorde une grande attention aux gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Et on ne peut pas parler d'ovnis et d'ufologie sans aborder ce phénomène. Cependant, en entendant les témoignages qui vont suivre, n'oubliez pas ceci. Les psychologues disent qu'il n'y a aucune raison de penser que ces soi-disant kidnappés sont plus perturbés que la moyenne de la population. Nous sommes des gens parfaitement normaux. Vous nous côtoyez au travail, dans votre famille, parmi vos amis. Pourtant, nous vivons des expériences extraordinaires. Et nous cherchons tous à comprendre ce qui nous arrive. Qui est derrière tout ça et pourquoi? Cette nuit-là, j'étais couché quand 4 de ces êtres sont entrés chez moi. J'étais réveillé dans mon lit. Je ne sais pas d'où ils sont venus, ni comment. Mais ils sont entrés très rapidement et se sont avancés vers moi. Soudain, ils se sont tous retrouvés à côté de mon lit, à ma droite. Je me suis tourné vers eux. J'étais sûr que j'allais mourir. Ils mesuraient 1m20 et m'ont paru très froids. C'est extrêmement dérangeant d'être dans une pièce avec quelque chose qui n'est pas censé exister. J'ai été emporté à bord du vaisseau et emmené dans une pièce complètement scellée. Je ne peux pas parler de ce qu'on m'a fait là-bas, c'est trop personnel. C'est incroyable. Ils sont dans ma chambre. Ils sont dans la chambre. Ils sont tous les deux à ma gauche. Deux à gauche. Ils sont de nouveau là, à ma gauche. Ils sont là. Bud Hopkins est un artiste qui a consacré les 25 dernières années à faire des recherches, convaincu que les extraterrestres sont parmi nous et qu'ils enlèvent des gens. À quoi ressemblait-il? 1m20, 1m35 de haut. Il consigne les récits de gens emmenés à bord de vaisseaux spatiaux puis ramenés sur Terre avec un souvenir confus ou inexistant de cette expérience. Je suis incapable de bouger. Pourtant j'essaie. J'ai travaillé avec des centaines et des centaines de kidnappés. Et il ne fait aucun doute que ça dure depuis des années. Peut-être pas aussi fréquemment que ces derniers temps, mais avant, on ne savait à qui raconter cela. La majorité des gens ont l'impression que ça n'a pas pu leur arriver. C'est Bud Hopkins qui a convaincu une grande partie de la communauté des ufologues que l'abduction est un phénomène réel. Je conserve les dessins de ce dont les gens se souviennent à l'intérieur du vaisseau, en particulier le visage des extraterrestres. Je fais ça depuis de nombreuses années, depuis 1975. La caractéristique principale est le crâne énorme, alors que la bouche est presque inexistante, une fente minuscule. Bud Hopkins a été le premier. Il a publié des ouvrages et des articles dans des magazines, a donné des conférences, puis les autres ont suivi. Aujourd'hui, l'abduction est un thème récurrent au cinéma et à la télévision. D'après un sondage effectué en 2002, un Américain sur 5 est convaincu que le phénomène est réel. Quant aux kidnappés, ils sont profondément traumatisés par le souvenir de ce qu'ils ont vécu. La plupart des abductions que j'ai subies ont eu lieu dans mon lit en pleine nuit. Mais ça n'est pas vrai dans la majorité des cas. La plupart des abductions que j'ai subies ont eu lieu dans mon lit en pleine nuit. Mais ça n'est pas vrai dans la majorité des cas. Je suis couchée et j'éprouve une sensation de peur. Il y a quelque chose dans la pièce et je ne peux plus bouger. Je ne pouvais plus bouger la tête sur le côté, mais en regardant vers le pied du lit, j'ai vu des gens. Je vois des yeux qui me traversent. Et ensuite, je ne me rappelle plus rien.
et je me réveille le lendemain matin. Parfois, la personne se rappelle le début et la fin de l'expérience, mais pas ce qui s'est passé entre les deux. Et c'est une vraie torture. Alors, ils viennent me voir et on entame le travail de recherche. Le plus souvent, Bud Hopkins a recours à l'hypnose, une façon pour lui de mettre la personne en relation avec les souvenirs qu'elle aurait refoulés. Installez-vous confortablement, détendez-vous. L'hypnose peut s'avérer très utile. Quand un individu est détendu, on arrive à éliminer les sensations parasites et à obtenir un souvenir net de ce qui s'est passé. Vous êtes dans votre lit. 1, c'était il y a longtemps, veuillez y retourner. 2, vous y êtes presque. 3. Il me regarde très attentivement. Je dis « il », mais je ne sais pas. Une des choses qui a attiré mon attention dès le départ, c'est la similitude entre tous ces cas, les mêmes détails qui revenaient toujours. Grâce à la régression sous hypnose, je me suis rendu compte qu'il y avait un vaisseau spatial d'une trentaine de mètres de long à gauche de ma maison. Un extraterrestre en est descendu et s'est retrouvé à côté de mon lit. Il tend la main, je tends la mienne. Sa peau est toute parcheminée, très sèche au toucher. Et puis je ne me rappelle plus comment, mais on flotte dans les airs. Ils m'ont amené devant une créature tellement horrible que je ne pourrais jamais l'effacer de ma mémoire. Elle mesurait plus de 2 mètres de haut. Très grand, très mince, effrayant, parfois presque comme un insecte. Ça me terrifie. Je me retrouve dans une pièce, allongée sur un brancard, et cette créature, je ne sais pas comment le dire, elle m'écarte les jambes. Il m'enfile une espèce de suspensoire auquel est fixé un tube rattaché à une machine et il m'extrait du sperme. Je ne sais pas comment. Ensuite, la femme amène un bébé et me le tend. Immédiatement, je sais que c'est le mien. Je dis, c'est mon bébé. Mais elle me le reprend et dit, non, il est à nous. 5, vous commencez à vous réveiller. 4, vous vous réveillez. 3, vous y êtes presque. 2, 1, vous êtes réveillé. Je suis content qu'on l'ait fait. On ne savait pas tout ça. Non. Bud étudie tout cela depuis très longtemps. J'apprécie beaucoup la compréhension dont il fait preuve et l'aide qu'il apporte aux gens. C'est un homme bon. Mais la compétence de Bud Hopkins dans l'hypnose est contestée par les psychologues. Rien ne prouve que l'hypnose peut aider à retrouver des souvenirs, ni que les souvenirs éventuellement retrouvés soient précis. Sous hypnose, on a la sensation que l'expérience est vraie. On accorde du crédit à ce qui remonte. Or, la plupart du temps, c'est un pur produit de l'imagination et de la suggestion. Comme d'autres psychologues et chercheurs à l'université de Harvard qui ont travaillé avec des kidnappés, le docteur Susan Clancy pense qu'un trouble du sommeil assez répandu explique la majorité des cas d'abduction. Quand on leur demande de raconter le début de leur expérience, les sujets interrogés décrivent quelque chose qui ressemble étrangement à la paralysie du sommeil. Voilà comment ça se passe. On se réveille, généralement en pleine nuit, on est terrifié, paralysé, submergé par un sentiment de peur. Certains disent sentir une présence, quelque chose qui se trouve dans la chambre. D'autres voient des formes ou des lumières. Ça arrive très souvent. Au cours d'un épisode de ce genre, la personne sort d'une phase de mouvement oculaire rapide ou de sommeil paradoxal qui correspond aux périodes de rêve. Pendant cette phase, tout le corps est paralysé, et heureusement, car sinon on vivrait ses rêves. Mais parfois, il arrive que les yeux du dormeur s'ouvrent. Il voit sa chambre. Il est réveillé, conscient. Il se rend compte aussi qu'il est totalement paralysé. Brusquement, il sent son corps parcouru de fourmillements. Il voit des éclairs lumineux, il entend des bruits et sent comme une présence dans la pièce. Si on ignore ce que c'est, ça peut être très angoissant.
Ce genre de manifestation existe depuis toujours et dans toutes les cultures. Ainsi, il y avait les incubes et les succubes, les démons qui rendaient visite aux gens au Moyen-Âge. Chez nos sujets, ces visiteurs sont interprétés comme des extraterrestres. Ces personnes finissent par se rendre chez un hypnothérapeute qui souvent partage leurs convictions. Pendant ces séances de régression, le thérapeute les ramène au moment où elles étaient paralysées dans leur lit pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que remontent ces souvenirs. Elles sont emmenées hors de la pièce par la fenêtre jusqu'à un vaisseau. Là, des créatures extraterrestres leur font subir des expérimentations de reproduction hybride, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une victime d'abduction. Pourtant, convaincus de la réalité de leur expérience, ces gens rejettent toute explication psychologique. Ce ne sont pas des divagations. Ces êtres étaient réellement dans la même pièce que moi. Tout ce dont je me souviens est réel. C'était tout à fait réel. C'est réel. Ces personnes sont profondément bouleversées et terrifiées par les souvenirs de ce qu'elles croient avoir vécu. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles y croient. Si j'avais ce genre de souvenirs, moi aussi j'aurais du mal à ne pas y croire. Si c'est réel, nous sommes tous concernés. Nous devons en savoir plus. Il faut poser des questions, c'est très important. La vie existe ailleurs dans l'univers et nous sommes littéralement des bébés. Vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblerait une civilisation plus vieille que la nôtre ? À l'instar de l'astronome américain Carl Sagan, nous ne cessons de nous poser la question, car pour nous rendre visite aussi fréquemment, ces extraterrestres ont certainement des moyens de voyager extraordinaires. Si la Terre est le berceau de l'humanité, force est de reconnaître qu'on ne s'en est pas beaucoup éloigné. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté pour l'homme d'aller d'étoile en étoile, ou pour un vaisseau extraterrestre de venir sur la Terre. Voyager dans l'espace ne se fait pas comme au cinéma. Tous les amateurs de cinéma s'imaginent sûrement que pour voyager dans l'espace, il suffit d'avoir des cristaux de dilithium ou de demander à Scotty de descendre en salle des machines. Je ne dis pas que ce soit impossible. Ça ne va pas à l'encontre des lois de la physique. Mais il ne faut pas sous-estimer la difficulté de la chose sous prétexte qu'on le voit faire tous les soirs à la télé. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before. Ça va au-delà du simple problème technologique. Il ne s'agit pas seulement de construire une fusée meilleure. Les distances sont tellement vastes, les besoins en énergie sont tellement énormes qu'il serait extrêmement difficile de voyager d'une étoile à l'autre. C'est une loi scientifique posée par Einstein. Rien ne voyage plus vite que la vitesse de la lumière, soit 299 792 458 mètres par seconde. Or, l'objet le plus rapide construit par l'homme fonce à 17 702 mètres par seconde. Il faudrait 73 000 ans à la sonde voyageur pour atteindre l'étoile la plus proche. Sur le plan scientifique, on a une règle. Il faut être vivant à la fin de l'expérience. Alors si on doit se lancer dans une expédition dans l'espace, il faudra aller plus vite que sa propre durée de vie. L'idée de transporter des gens, comme le pensent certains, vers d'autres systèmes planétaires, au-delà de notre système solaire, est totalement irréaliste. C'est une perte de temps. Et donc, si nous ne pouvons pas aller là-bas, certains scientifiques ont tendance à penser qu'eux ne peuvent pas venir ici. Il y a des gens qui rejettent complètement la possibilité que d'autres civilisations viennent sur Terre parce que c'est trop loin. Moi je dis, pas si vite. Le professeur Michio Kaku, un des physiciens théoriciens les plus éminents de notre planète, enseigne à l'université de la ville de New York. La théorie d'Einstein sur l'espace-temps est une structure.
Les gens font une erreur fondamentale quand ils pensent à une intelligence extraterrestre. Ils supposent qu'ils sont comme nous, avec juste quelques centaines d'années d'avance. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre conscience à la possibilité qu'ils aient 1 million d'années d'avance. Une civilisation capable de maîtriser la puissance des étoiles pourrait fort bien avoir trouvé un raccourci à travers l'espace et le temps. Einstein a dit qu'on ne pouvait pas aller plus vite que la lumière. Mais il y a une lacune dans son raisonnement. Voilà un trou de verre. À l'école, on a appris que la ligne droite est le plus court chemin entre deux points. En réalité, ce n'est pas vrai. Si vous pliez cette feuille de papier et vous y faites un trou, vous allez comprendre que le trou de verre est le plus court chemin entre deux points. Seules les civilisations qui ont des millions d'années d'avance sur la nôtre et qui maîtrisent la puissance de milliards de systèmes stellaires ont la capacité d'ouvrir peut-être des passages entre l'espace et le temps et de voyager à travers des portails, parcourant ainsi des distances énormes en un clin d'œil. Peut-être est-ce le moyen pour qu'un véhicule extraterrestre franchisse l'immensité de l'espace. On ne peut pas rejeter la possibilité que certaines observations d'OVNI correspondent en réalité à des objets créés par une civilisation supérieure, qui se trouverait très loin dans l'espace et qui aurait peut-être des millions d'années d'avance sur le plan technologique. On ne peut pas écarter cette hypothèse. Je n'ai aucune idée de l'endroit d'où ça venait. C'était un objet non identifié et ça volait. C'était un ovni, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a vu? En tout cas, on l'a vu. Et quand ça vous arrive, votre vie n'est plus jamais la même. J'ai l'impression que c'était hier. Je crois que l'objet que j'ai vu venait d'une autre planète. Vous ne dormez plus. Vous n'arrêtez pas de penser, qu'est-ce que c'était? D'où cela venait-il? Quand est-ce arrivé? Je n'en sais rien. Mais j'aimerais bien. Quand on examine la poignée de cas qu'on ne peut pas expliquer, je trouve que ça vaut la peine de faire des recherches scientifiques. Il n'y a peut-être rien là-bas. Mais s'il y a une chance infime qu'il existe quelque chose susceptible de changer le cours de l'histoire de l'humanité, il faut chercher. Au cours de notre enquête sur les ovnis, nous nous sommes souvent demandé ce que nous ferions si nous en voyions un. À qui nous en parlerions? Si vous appelez la base aérienne la plus proche, voire la Federal Aviation Administration, ils vous répondront qu'ils ne s'occupent pas des ovnis. Mais ils vous diront peut-être de contacter le National UFO Reporting Center. C'est dans ce centre, installé à Seattle, dans l'État de Washington, que sont compilés les milliers de témoignages visuels recensés chaque année. Derrière le National UFO Reporting Center, il y a un homme, Peter Davenport, assis tout seul derrière son bureau dans un coin de son salon. C'est la seule personne que nous ayons rencontrée qui se consacre à plein temps à recueillir les témoignages et les comptes rendus d'enquête sur les ovnis. Voici le PC du centre. Un téléphone, mon fidèle magnétophone, plus un second appareil au cas où, les ouvrages de référence sur l'aéronautique et mon site web. C'est la centrale des ovnis, si vous voulez. Et aussi modeste qu'elle soit, du moins physiquement, elle recueille énormément d'informations. Une foule d'informations provenant de témoins oculaires qui s'ajoutent à la masse énorme de données concernant les ovnis depuis plus de 50 ans. Des données que la science ignore. Ils sont très sceptiques parce que nous, les ufologues, affirmons que la Terre reçoit des visites régulières, peut-être même quotidiennes. Un appel. National UFO Reporting Center, bonsoir. Dr Scott Crawford à l'appareil. Je vous appelle de Miami, en Floride. Je suis astronome amateur. J'étais dehors dans le jardin quand j'ai vu un objet se déplacer d'est en ouest au-dessus de Miami. Combien de temps ça a duré? Une dizaine de secondes.
Une grosse boule de lumière blanche, avec des flammes oranges derrière, qui filaient à travers le ciel. 4 ou 5 hublots et des lumières très brillantes. Je crois qu'il y avait quelqu'un au hublot. Aucune lumière, aucun bruit. Je dirais qu'il allait à 1600 km/h. Peut-être plus vite, je ne sais pas. Un grand vaisseau spatial marron. Plus de 50 ans après que Kenneth Arnold a vu les premières soucoupes volantes, seuls Peter Davenport et quelques autres enquêtent sur ce mystère. Il a changé de direction 2 fois. Tous les jours, 7 jours par semaine, Peter Davenport parle avec les gens, des dizaines parfois, qui ont vu un objet dans le ciel. Des gens pour qui à présent, voir, c'est croire. Merci beaucoup, bonsoir. Wow. Ça, c'est intéressant. Nous espérons toujours trouver la pépite qui assiera définitivement notre position. C'est-à-dire le fait que ces objets qu'on appelle des ovnis rendent bien visite à notre planète. La pépite, la preuve qui permettra enfin à l'ufologue d'être plus que l'ombre de la science, celle qui convaincra les sceptiques que les ovnis sont plus que de simples lumières dans le ciel. Au bout du compte, ufologues et scientifiques ont un point commun. Tous rêvent du jour où nous entrerons en contact avec des extraterrestres. Car seul ce contact résoudra le mystère.